Hé, c'est quand? Je sais pas moi, c'est quand? Dis-nous, c'est quand? On a encore eu de la chance. Et c'est pas fini. Venez comme vous êtes. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. J'aime ces moments-là. Ça coule de source. Mademoiselle Pitch, on air. Bienvenue dans les Mademoiselle Pitch On Air, le podcast qui explore la puissance de la communication au service des grandes causes. Je suis Magali Faget, fondatrice de l'agence Mademoiselle Pitch et également organisatrice du concours de publicité créatif et citoyen, les Mademoiselle Pitch Awards & Co. Dans chaque épisode, avec mes invités, nous vous ouvrirons les portes du monde complexe de la communication des ONG. Un domaine où l'art de raconter des histoires et mobiliser les gens fait toute la différence. Comment les histoires peuvent-elles changer le monde ? Comment les campagnes influencent notre façon de penser et d'agir ? Et comment les ONG peuvent créer un impact positif, durable, grâce à leur message ? Alors, préparez-vous à être inspiré, à repenser votre approche de la communication et à vous engager davantage pour les grandes causes qui vous tiennent à cœur. Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, je reçois l'un des plus grands concepteurs-rédacteurs de la publicité. Jean-Paul Galère, Yves Sans Logement, Christian Dehors. Eh bien, c'est lui. Mon invité à la personnalité modeste et c'est un coéquipier exemplaire, tant dans son travail que dans sa vie quotidienne. Il est un démineur de conflits inégalable. La gentillesse et l'humilité font partie de ses traits de caractère principaux. Toujours détendu et loin du tumulte du stress, il semble savourer chaque instant de sa vie avec une sérénité qu'on rêve tous d'avoir. J'ai d'ailleurs 2 anecdotes à vous raconter à ce sujet. Mon invité du jour est la seule personne qui oublie son ordinateur dans un bar et repart le chercher 2 heures après en sifflotant, sans jamais penser un seul moment que quelqu'un aurait pu lui voler. Et le pire, c'est qu'il le retrouve et qu'il revient avec. Pour la 2e anecdote, imaginez-vous à la présentation d'un film publicitaire devant des clients. 0 réaction. Un réalisateur qui commence à s'agacer. Et mon invité qui sauve le film, l'agence et le dit réalisateur en sortant d'abord les rames, puis le moteur pour finalement convaincre le client d'acheter ce film. Bien entendu, tout en gardant sa zen attitude. Son parcours, dans les plus grandes agences de publicité, atteste de son talent. Aujourd'hui, il a choisi d'exercer en tant que freelance, symbole de sa quête de liberté. Si vous le cherchez et que vous ne le trouvez pas, il est fort probable qu'il soit en train de capturer des moments uniques aux États-Unis avec son appareil photo. Aujourd'hui, c'est un ami, un créatif accompli et un aventurier de la vie dont la philosophie simple et authentique invite à voir le monde sous un jour plus lumineux. C'est Rémi Noël qui nous rejoint dans ce nouvel épisode de Mademoiselle Pitch On Air. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Ne piquez pas les yeux. Venez comme vous êtes. L'invité du jour. Bonjour Rémi, Salut Magali et merci pour ce portrait flatteur. j'espère que tu t'es reconnu. Complètement. On rentre dans la partie un petit peu pour faire connaissance avec toi. Il y a quelque chose qui m'épate chez toi, c'est ta cool attitude éternelle. Alors, c'est quoi ton secret pour ne jamais être stressé ? Alors je sais pas si j'ai un secret, en tout cas merci de me dire ça. Moi je me rends pas compte, c'est que je dégage ça. Peut-être tant mieux, je préfère ça que le contraire. Écoute, je pense que si je suis cool dans le métier comme ça, c'est dû à mes débuts dans la publicité. Moi, j'ai commencé comme stagiaire chez CLM, qui est une agence qui a disparu. Je ne sais pas si des gens se souviennent de CLM, mais bon, c'était la bonne agence, enfin la seule, c'est l'agence à Paris. C'était la meilleure agence, voilà. Et aujourd'hui, il se passe des choses intéressantes dans quelques endroits à Paris. Mais à l'époque, quand j'ai commencé, moi, dans la pub, il y a une 30aine d'années, attention, il n'y avait que CLM, quoi. C'était vraiment l'endroit où il fallait être. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris le métier. Moi, je débarquais de ma province et tout. Je venais là pour apprendre un métier. Et quand je suis arrivé chez CLM, j'ai vu les créatifs seniors qui créaient des choses incroyables, mais dans la bonne humeur et tout, on avait vraiment l'impression qu'ils s'amusaient, que c'était plus un jeu vraiment qu'un métier pour eux. Donc je me suis dit, moi je veux faire ça, quoi. Et donc j'ai copié un petit peu leur état d'esprit. Et donc pour moi, là, c'est vrai que la pub de ce jour-là est devenue un jeu, quoi. Et même aujourd'hui,
ça m'a poursuivi tout le temps, quoi. Donc, quel que soit, enfin, j'ai pas passé ma vie chez CLM, mais où que je sois allé, j'ai toujours considéré ça comme un jeu. Et aujourd'hui encore, quand on me file un brief, j'ai cet enthousiasme un peu du stagiaire, quoi. Donc, pour moi, c'est merveilleux de faire ce boulot, d'être payé pour trouver des idées, c'est fou quand même. Si tu devais choisir un seul endroit pour partir en road trip avec ton appareil photo, où irais-tu et pourquoi ? Alors, tu sais que j'ai un truc un peu avec les États-Unis, et c'est vrai que une fois, c'est un peu une sorte de rituel, une fois depuis une vingtaine d'années, peut-être même un peu plus, je pars tout seul, j'abandonne ma femme, mes enfants, tout le monde. Je pars aux États-Unis une quinzaine de jours, et c'est généralement dans le sud-ouest américain. C'est vraiment les endroits qui visuellement m'inspirent en tout cas. Donc je vais là-bas, généralement, quand j'essaie de privilégier des vols directs, j'atterris à Los Angeles, je loue une voiture. Et je me balade dans les motels. Je fais un petit circuit pendant 15 jours. Et là, effectivement, je prends des photos et c'est vraiment ma respiration, quoi. Alors après, je suis content de rentrer, de retrouver ma femme, mes enfants. Voilà. Donc, mais j'ai pris cette habitude, en tout cas, qui est très agréable. Voilà, c'est vraiment un moment pour moi, quoi. Et pourquoi cette destination en particulier ? C'est les paysages, les grands paysages ? Ouais, c'est ça, c'est l'ambiance là-bas, les paysages, effectivement, l'architecture, le look. Voilà, c'est super parce que c'est comme chez nous, il y a les mêmes ingrédients, tu vois, il y a des voitures, il y a des cabines téléphoniques, il y a des hôtels et tout, mais tout a un look un petit peu exotique pour moi et me plaît, quoi, et correspond à ce que j'aime faire en image, quoi. Alors, je vais te lancer un défi de photographe. Si tu devais prendre la photo officielle de la première présidente femme des États-Unis, on sait que c'est bientôt les élections là-bas, imaginons que c'est une femme qui gagne, et c'est à toi qu'on confie de dresser son portrait, dont à la Rémi Touch. Donc, tu tirerais son portrait officiel où dans un désert, avec un personnage de Batman, tu ferais quoi ? Bon, alors ça a l'air d'être mal parti pour que ce soit une présidente, hein. Je sais pas, voilà, si je suis l'actu, ça a l'air d'être mal barré. Mais bon, écoute, non, je pense que si... alors je vais peut-être te décevoir par mon manque de créativité sur ce coup-là, mais je pense que habituellement, le portrait officiel, c'est le président ou la présidente, donc dans les jardins de la Maison-Blanche, avec la Maison-Blanche derrière, le drapeau américain. Je crois que je ne ferai pas de traitement particulier, donc je pense que moi, je la traiterai comme un homme. J'essaierai de la rendre belle, de la même façon qu'on essaie de rendre un président beau, enfin voilà, à son avantage en tout cas. Mais je pense que ce serait bien justement qu'il n'y ait pas de traitement particulier, quoi. C'est pas parce que c'est une femme qu'il devrait y avoir un traitement particulier. Quel est le meilleur souvenir que tu gardes de tes années en agence de pub? Et Dieu sait que tu en as fait. Tu as fait TBWA, tu as fait BETC et bien d'autres. CLM que tu nous citais. Quel est ton meilleur souvenir? Alors, mon meilleur souvenir, et alors je vais faire un hommage à mon vieux camarade Eric Holden. Enfin, le point commun de toutes ces aventures publicitaires, au-delà des budgets sur lesquels on a pu travailler, des campagnes qu'on a pu faire ensemble, c'est d'avoir rencontré, j'ai eu une chance inouïe, c'était de rencontrer un peu mon double, mon directeur artistique, avec qui j'ai passé une trentaine d'années en gros. Et on a passé pendant 30 ans 10 heures par jour ensemble. Et j'ai eu cette chance incroyable. Ça nous rendait vachement forts, quoi, d'être à deux. Et donc, on a fait plein de choses ensemble. Et donc, ça, voilà, la plus grande chance que j'ai eue dans ce boulot, c'est de rencontrer Eric Holden, qui a été mon directeur artistique pendant une trentaine d'années. Et on était vraiment comme deux frères, quoi. D'ailleurs, on a tous des idées reçues sur les agences de pub. On pense qu'au service créa, les créatifs ne bossent que la nuit, que les salles de repos sont plus grandes que les open space de travail, que les créatifs sont des éternels célibataires. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment c'est vrai qu'il y a beaucoup de fantasmes sur ce métier. Alors, on va prendre point par point. Le premier, c'était les créatifs bossent la nuit. Alors ça, c'est vrai. C'était vrai, je crois. Je crois que c'était vrai. Justement, j'en parlais tout à l'heure avec Eric. Nous, on a passé des nuits et des nuits dans les agences et on était heureux de le faire. Hein. Jusqu'à 4 heures du matin. On avait l'agence à nous. Ce qui était génial, c'est qu'on était enfin tranquille. On avait l'agence à nous, avec des fois nos assistants et tout. Il y avait vraiment une vie nocturne, et ça c'était assez cool, et puis c'est là qu'on avançait, qu'on peaufinait nos campagnes. C'est vrai que la journée on les passait souvent des fois en réunion, tout ça, on n'avait pas trop le temps de se poser, et donc la nuit on pouvait se poser. Alors le contre-coup de ça, c'est vrai que tu disais que les créatifs sont des éternels célibataires. Moi ça m'a coûté mon premier mariage, hein, parce que comme ma femme ne comprenait pas que je rentre tous les soirs à 4 heures du matin. Elle n'y croyait pas. Elle n'y croyait pas, puis ça lui paraissait débile, quoi, tout ça pour faire de la publicité encore. Si on était là pour sauver le monde, mais elle disait, mais c'est pas normal et tout. Voilà. Et donc, je pense que c'était culturel aussi à l'époque. Tout le monde
Dans d'autres agences, et on n'était pas un cas particulier, ça bossait la nuit, ça bossait le week-end. D'ailleurs, il y avait cette fameuse phrase qui disait si tu viens pas samedi, c'est pas la peine de venir dimanche. Donc voilà, il y avait cette culture en tout cas on était complètement dédié à l'agence. Et alors c'était vraiment quand même un peu au détriment de notre vie privée, c'est vrai. Alors si tu pouvais échanger ta place avec un personnage de film, juste pour une journée, lequel choisirais-tu et pourquoi ? Alors, tu parlais de Batman tout à l'heure, parce qu'en fait, c'est vrai que dans une de mes séries photos, j'ai souvent mis un petit Batman en scène et tout. Et donc, si je devais, j'échangerais bien une journée avec la vie de Batman, enfin la vie d'un super-héros. Voilà, donc pas tous les jours, parce que ça doit être crevant, mais juste une journée, ça me plairait. Enfin Rémi, si tu devais donner un conseil à ton toi de 20 ans, ce serait quoi ? Peut-être d'être, alors tu disais en préambule que j'étais cool et tout, mais peut-être d'être plus cool au sens, j'ai un peu le syndrome du bon élève, donc j'essaie toujours de bien faire, donc je lui dirais que tout va bien se passer, mais d'être plus cool des fois, d'être moins sur les sujets, tout ça. C'est vrai que alors je sais pas s'il y a une autre façon de faire, hein. Donc quand tu es créatif, tu vis avec tes sujets, tu les emportes partout, tu y penses la nuit, tu y penses sous la douche, donc ça prend beaucoup de place dans ta tête, et donc j'aimerais pouvoir, mais je sais pas si c'est possible, hein, prendre un peu de distance avec ça, d'être un peu plus cool peut-être. Zéro tracas, zéro blabla. On a encore eu de la chance. J'aime ces moments-là. La question sérieuse. Alors maintenant, on rentre dans la deuxième partie de ce podcast, les questions sérieuses. Je sais que tu as choisi d'être freelance, alors dis-moi pourquoi. J'ai pas choisi moi d'être freelance. Il y a un moment, je me suis fait virer. Voilà, parce que j'avais atteint l'âge, l'âge et puis le salaire surtout, parce que j'étais quand tu bosses, tu es augmenté un petit peu quand même chaque année, donc j'avais après 30 ans de boulot, j'avais fini par avoir un salaire qui correspondait plus à la nouvelle économie de ce métier, qui a quand même beaucoup réduit. Et donc, je pense qu'à quelque part, à New York, dans un tableau Excel et tout, on disait, mais c'est qui ce mec-là qui gagne ça et tout, c'est pas possible. Donc, j'ai fini par me faire virer, et du coup, je me suis mis en freelance. Et c'est pas mal, parce que ce métier est organisé aussi autour du freelance. Et j'ai découvert que ça me plaisait, en fait. C'est quoi les grands commandements pour être un bon créatif ? Je vais dire une banalité, mais il faut être curieux de tout, de plein de choses. Donc il faut développer une curiosité un peu maladive pour plein de choses. Et puis il faut sentir un petit peu la façon dont on parle à un moment donné, quoi. La pub, c'est comme tout, ça se démode aussi. Et donc il faut être dans l'air du temps, il faut comprendre un petit peu les préoccupations des gens. En tant que concepteur-rédacteur et créatif, tu as une passion pour les punchlines, j'imagine, parce que nous, grand public, ce qui nous marque dans la pub, c'est les punchlines. On a tous en tête « Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice », qui était pour Choco Suisse, je crois. Est-ce que tu as en tête des punchlines que toi, tu as écrites qui sont devenues célèbres ? Alors, je crois pas, pas qu'ils soient passés à la postérité. Je pense que j'en ai fait pas mal qui ont fait ce qu'on disait juste à l'instant, qui ont fait leur boulot, le boulot qu'elles devaient faire sur le moment. Moi, j'ai jamais essayé de faire des choses. Et tu penses à quoi, par exemple ? J'avais fait, alors pareil, c'est une signature pour McDo, par exemple. J'avais fait, parce qu'à un moment, tout le monde disait, il y a longtemps, hein, on disait pas McDo, d'ailleurs, on disait McDonald's. Dans toutes les pubs, c'était McDonald's, parce que c'était, je pense que c'est les États-Unis qui imposaient ça, et McDonald's. Et en fait, dans la vraie vie, tout le monde disait McDo, quoi. Et donc, j'avais fait McDonald's, et c'était McDo pour les intimes. Voilà, donc c'est une signature qui a duré 4-5 ans, mais qui était plutôt sympa. Voilà, alors avec Eric, alors c'est pas une accroche, mais on est les papas du hérisson Spontex, par exemple. On a fait un film il y a 20 ans avec un hérisson Spontex. Il y a eu un deuxième film, un troisième film, et maintenant c'est leur logo, quoi. Maintenant le Spontex, c'est le hérisson, c'est Spontex. Donc voilà, donc il y a des choses qui malgré tout ont perduré dans le temps, mais il n'y avait pas de volonté de notre part de passer à la postérité. Alors tu as imaginé des campagnes pour aide, notamment je pense à Zizi Graffiti. J'imagine que tu es un auditeur assidu de notre podcast et tu as pu observer que plusieurs de nos invités créatifs ne nous parlent que de cette campagne comme campagne un peu référente qui les a marqués. Donc bravo à toi. Tu as aussi travaillé pour Amnesty. Peux-tu nous parler de Zizi Graffiti et puis d'une campagne que tu as faite pour Amnesty ? Puis je sais que tu en as fait plein d'autres. Oui, parlons avec plaisir de Zizi Graffiti quand même, qui était une belle aventure
En fait, on a fait ça, avec Eric, on était directeur de création chez TBWA, on avait le budget AIDS, et on a fait ça avec une directrice artistique qui s'appelle Ingrid Varese, qui est venue avec cette idée toute bête d'un graffiti, tout ça. Donc ensemble, on a essayé de voir ce qu'on pourrait en faire et tout. Et donc, c'est une belle histoire parce que on a vendu le projet au client, et après, on l'a fait réaliser par un jeune réalisateur qui sortait des Gobelins, un jeune mec très sympa, qui s'appelait Johan Lemoine, et en fait qui s'est révélé, donc a fait un film formidable, hein, il a vraiment il a fait ça vraiment bien. Raconte un peu. Oui, je raconte un peu, oui, parce que, alors en fait, c'était l'histoire d'un graffiti, d'un zizi, voilà, d'un petit sexe en graffiti qui se baladait un petit peu tout penaud dans un collège, un peu. Et puis, en fait, à son approche, il y avait d'autres graffitis qui étaient des petites chattes, mais qui partaient, qui fuyaient à son approche et tout, donc il ne comprenait pas, il était malheureux, il y avait une musique là-dessus, enfin bon, c'était drôle et tout. Et à un moment, il se fige, le graffiti, parce qu'il est dans les toilettes, et là il y a une jeune collégienne qui arrive, et avec son mascara elle dessine une petite capote au zizi, puis elle part, et là à ce moment-là toutes les chattes arrivent et tout, et c'est l'orgie, quoi. Ça finit en orgie, la musique était drôle, il y avait une musique un peu de zigane, c'est très très marrant, et on disait juste mettez un préservatif, quoi. C'était un film d'incitation à mettre un préservatif. Alors, je reviens juste sur donc le réalisateur qui après a fait beaucoup de chemin et continue à en faire, parce que c'est Woodkid. Ah oui. Voilà, il était un jeune réalisateur à l'époque, et maintenant, voilà, c'est une star de la musique, et c'était Woodkid. Et Yves Sans Logement, qui est une de mes préférées avant que je te connaisse. J'étais là, mais qui a inventé ça? J'aime trop. Comment l'avez-vous trouvée, celle-là? Alors, Yves Sans Logement, c'est marrant parce que, tu sais, quand tu es créatif, ton cerveau, il mouline en permanence, quoi, sur des choses et tout. Alors, je pense qu'à un moment, je ne sais plus, mais j'ai dû voir un logo Yves Saint Laurent, avec sa belle typo faite par Cassandre et tout, qui est magnifique. Et à un moment comme ça, j'ai dû lire, voir Yves Sans Logement, et j'ai noté ça sur un petit carnet. J'ai toujours des carnets sur moi. Puis un jour, je suis retombé dessus, je me suis dit, tiens, Yves Sans Logement, il y a quand même un truc à faire, peut-être pour des sans-abri, quoi. Et je me suis dit, ce serait bien de la décliner. J'ai fait donc Christian Dehors aussi, et Jean-Paul Galère, voilà, en détournant. Donc c'est vrai qu'à la radio, c'est un peu compliqué d'exprimer visuellement, mais à chaque fois, c'était au-delà du jeu de mots, on va dire. Il y avait un jeu avec le logo, quoi, de la marque, Yves Saint Laurent, Christian Dior, tout ça. Et donc, il se passait un truc. Et donc, il y avait ça, Yves Sans Logement, et c'était sur un visuel d'un sans-abri. Et il y avait toujours une phrase qui disait ayons l'élégance d'aider ceux qui n'ont rien. Voilà, qui venait compléter quand même, donner du sens. Et c'était pour l'association Aurore, qui s'occupe depuis très très longtemps des sans-abri, mais sans vraiment communiquer, quoi. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Au revoir, président. Le mot de la fin. On passe tout de suite à l'acrostiche de la fin. Pour toi, Rémi, j'ai choisi le mot photo, comme par hasard. Alors on commence tout de suite. P comme pote. Qu'est-ce qui compte le plus en amitié pour toi? Alors, tout à l'heure, je parlais de l'amitié que j'avais eue avec Eric Holden, quoi. C'était vraiment une relation très, très forte. Sinon, on a passé tellement de temps ensemble à l'agence. On a passé des nuits à l'agence. On a passé du temps en tournage. On était beaucoup en prise de vue, à l'étranger. On a voyagé ensemble et tout. Et donc, voilà, c'est le fait d'avoir quasiment un double, quoi. On se connaissait par cœur et tout. Et on s'entendait vraiment bien. Bon, il y a des petits accrochages de temps en temps, parce que des fois, on n'était pas d'accord sur certaines idées, mais voilà. Et sur l'amitié, il y a cette phrase qui dit qu'un pote ou un ami, c'est quelqu'un qui te connaît par cœur, mais qui t'aime quand même. H comme habitude. Quelle est ton habitude coupable? Alors, je ne sais pas si elle est coupable, mais je suis un homme d'habitude, moi. Tu vois qu'on parlait des États-Unis, là-bas, même si c'est très, très loin de chez nous, ça m'arrive très souvent d'avoir envie de retourner aux mêmes endroits. Donc, je sais que quand je suis à Los Angeles, il y a un restaurant, bar et tout que j'adore. Et j'y ai mes habitudes, j'ai presque un rond de serviette, et j'adore. T'as l'impression d'être dans un film de Tarantino. C'est une sorte de diner qui est près du Cedar Sinai, qui est l'hôpital. Donc t'as l'impression d'être un peu dans l'urgence. Il y a des médecins qui sont là, des infirmières, il y a les flics du coin qui viennent bouffer là. T'as vraiment l'impression d'être dans une série américaine, et j'adore cet endroit, et j'y retourne. Et pareil, même quand je vais un peu au Texas, enfin dans les endroits, j'adore avoir. J'aime bien je suis un homme d'habitude. O comme objectif. Qu'est-ce que tu cherches quand tu mets ton regard dans l'objectif de ton appareil photo?
Alors souvent, c'est vrai que je prémédite un peu. Voilà, je mets pas mon œil dans l'objectif comme ça, sans réfléchir. Je sais en gros ce que je veux attraper. Et c'est vrai que qu'un peu comme dans mon métier, j'essaie de raconter un peu des histoires, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'humains, en fait, dans tes Non, alors ça, petites mises en scène. Non, c'est vrai. Mais oui, mais ça, c'est lié à ma timidité, quoi. T'es comme trajet, tu te déplaces comment? En vélo, en métro, en moto? Écoute, là, tu vois, j'ai pris un bus et un métro. Alors, depuis quelques temps seulement, je prends beaucoup les transports en commun. Avant, j'étais assez voiture. Après, j'étais très moto. Donc, j'ai toujours une petite moto pour certaines occasions. Alors, j'ai toujours une voiture parce que des fois, tu es obligé de trimballer des trucs, quoi. Donc, j'ai toujours une voiture, bien sûr, que je n'utilise pas trop, mais que j'utilise. Une petite moto. Et la plupart du temps, assez récemment, là, je me suis mis au métro. Et comme c'est assez récent, c'est assez cool. Je suis encore un peu comme un touriste. Tu vois, des fois, je me trompe même. Et je suis un peu émerveillé par le métro. Alors, ça ne durera peut-être pas, mais voilà, je suis très transport en commun en ce moment. Comme ouvrage, tu as un livre de photographie à nous recommander? Alors là, si tu le permets, je vais faire un peu de pub pour mes petites éditions. Bien sûr. et parce que j'ai créé il y a une dizaine d'années une petite maison d'édition qui s'appelle Poetry Wanted, avec laquelle j'édite un peu de photographie contemporaine. Donc j'édite des photographes que j'aime bien. Et j'ai fait une petite collection là, qui marche plutôt pas mal, qui s'appelle 36 vues. Bon, c'est un petit clin d'œil aux pellicules de 36 vues. Je demande à un photographe reconnu quand même, qui a déjà fait pas mal de choses, de choisir 36 images de sa production et d'écrire 36 textes qui racontent un peu les circonstances, de la prise de vue, tout ça. Des fois, on a envie de savoir un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui écrivent sur les photographes, mais les photographes eux-mêmes écrivent pas trop. On fait toujours appel à quelqu'un qui écrit bien, entre guillemets. Et là, c'est vraiment le photographe qui écrit avec ses mots, qui raconte très simplement. Et ça marche plutôt pas mal. Et voilà. Sinon, alors, un livre culte pour moi, qui est un grand classique, qui est Les Américains de Robert Frank. Voilà. Donc, il m'inspire toujours, qui est toujours d'actualité pour moi. Et c'est vrai que quand je vais là-bas, j'essaie de retrouver un petit peu cette ambiance, quoi. Alors, c'est déjà la fin de notre podcast. C'était un super chouette moment d'échanger et parler avec toi, et parler créa, et parler aussi de tes passions, mon cher Rémi. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les autres sur votre appli de podcast préféré. Rendez-vous dans le prochain épisode pour de nouvelles discussions avec ceux qui mettent la publicité au service des grandes causes. Merci Magali. Ça donne super envie là, ta petite collection. Ouais, c'est chouette, je sais pas. Tu m'as jamais montré, t'es tellement modeste. On va réparer ça.